Bonjour, bonjour, nous voici tout près de l'arrivée. On a même croisé un voilier cette nuit qui marchait en sens inverse. C'est pas très très fréquent à cette saison, à moins qu'il ne s'agisse d'un voilier qui revienne des Caraïbes, parce qu'effectivement, en ce moment, les bateaux qui sont partis pour 1 ou 2 années sabbatiques qu'ils ont passées dans les Caraïbes, au Brésil, reviennent en général par les Açores et il faut qu'ils arrivent avant la mi-mai, avant fin mai, disons, parce qu'après c'est la saison des cyclones aux Caraïbes. Alors que s'est-il passé depuis hier soir 18h? On a plutôt bien marché. Je vous ai noté tout ça sur le bloc-notes parce que j'y suis allée petit bout par petit bout pour augmenter la précision à l'arrivée. Donc nous étions auprès dans le petit temps. On a marché comme ça à 5 nœuds parce que vraiment ici vous voyez il y a une zone avec très peu de vent, 9 nœuds. Et puis en plus le vent est en pleine rotation et on a marché comme ça de 18h jusqu'à 22h où là on a dû démarrer le moteur. Donc on a fait 20 000 supplémentaires. Ensuite, jusqu'à 4 heures du matin, on a tourné au moteur. Regardez, on a passé cette zone de rotation des vents. C'est pas la première qu'on traverse, vous commencez à avoir l'habitude. Donc au moteur, la vitesse que l'on conserve, c'est 5 nœuds à 1 800 tours pour pas consommer trop, pas faire trop de bruit, mais garder une vitesse significative. Donc à nouveau 20 000 de plus. Non, pardon, 30 000 de plus. Ensuite, on navigue travers. Là, on se retrouve au travers avec des bonnes conditions de vent, 14-15 nœuds. On marche à 7 nœuds pendant une dizaine d'heures. Regardez, ça tient jusqu'à 14 heures. Et à 14 heures, on va à nouveau avoir une rotation de vent. Donc on est vraiment entre plusieurs systèmes. En fait, il y a une dépression ici à l'est, il y a un anticyclone en dessous au sud, il y a une dépression au nord, au nord-est, ce qui fait ce terrain un peu accidenté au plan météorologique. Alors toujours est-il que on aura fait 70 000 de plus pendant ces 10 heures. Et là, je vais zoomer parce qu'on est vraiment tout près de l'arrivée. Et les 4 heures qui restent, on se retrouve au bon plein, travers bon plein. Donc on a fait 26 000 de plus, ce qui nous met à 1112 000 du départ. Et il va rester 82 000 jusqu'à Horta, jusqu'au ponton. Donc j'ai vraiment augmenté au maximum la précision. Mon point numéro 1 est vraiment bien mis sur Camaret. Et à l'arrivée, nous aurons à passer entre les îles. On ne peut pas passer tout à fait tout droit. D'ailleurs, mon point il passe sur Graciosa, donc je vais devoir un petit peu rajouter peut-être un point supplémentaire pour vraiment passer la pointe de Graciosa, laisser Saint-Georges ici sur bâbord, et puis passer entre Pico et Horta dans le petit chenal et rentrer ensuite dans la marina de Horta. Mais nous n'y sommes pas encore. Hier, on a eu la désagréable surprise de découvrir qu'on n'avait plus d'eau douce à bord. Lucie a essayé de se laver quand même à l'eau de mer. Elle a chauffé de l'eau de mer dans la cocotte minute parce qu'en cette saison, elle est quand même pas très chaude. Je pense d'ailleurs qu'on peut avoir la température. Alors, il fait 17 degrés aux Açores. Il fait beaucoup plus chaud qu'au départ. Vous voyez, au départ, on est sur des températures de 12 degrés, 11 degrés, 12 degrés. Donc là, l'air commence à se réchauffer. Ça doit être très très agréable pour notre équipage.
parce que sinon les nuits de quart étaient quand même assez fraîches. Donc même si Lucie a pu se laver à l'eau de mer avec le savon que lui a prêté André, ils ont quand même eu chaud en perdant toutes leurs réserves d'eau douce. L'expérience de Kate les a incités à prendre toute l'eau qu'ils devaient boire, avec même une marge de sécurité sous forme d'eau minérale, donc ce qui leur rend l'arrivée beaucoup plus agréable. Ils avaient calculé 15 jours d'eau, donc il leur en reste largement assez. Ils peuvent même se permettre de cuire des pâtes et du riz à l'eau minérale ou taper un petit peu dans le bidon de survie. Mais je ne sais pas si Kate sera d'accord. Et du coup, je vous propose de faire un petit topo sur la gestion de l'eau en traversée. Voilà donc comment on a géré l'eau sur Suélie, l'eau douce. Donc il y avait une capacité initiale, il y avait 2 réservoirs à bord du Sunshine 38, un réservoir de 100 litres et un réservoir de 150 litres. Donc le réservoir de 150 litres a été terminé il y a 24 heures, 36 heures à peu près. Le réservoir de 100 litres, c'est percé. L'équipage n'a pas vraiment compté très sérieusement sa consommation. Comme le bateau marchait bien, Kate a été assez souple sur l'utilisation de l'eau à bord. Alors, il y avait un réservoir de 150 litres qui est un réservoir d'origine, qui est un réservoir rigide. Par contre, le réservoir de 100 litres, c'est un réservoir souple. Et ils sont souvent plus sujets au ragage. Et donc, il arrive effectivement soit qu'il se déchire, mais souvent, c'est au niveau de la soudure du plastique sur le côté que ça lâche. Donc attention à prendre des réservoirs souples de qualité ou plutôt d'investir dans des réservoirs rigides si vous arrivez à les caser dans vos coffres. Alors l'eau des réservoirs doit absolument être potable. On ne sait pas ce qui peut se passer. Le temps de trajet peut être beaucoup plus long. C'est quand même beaucoup plus prudent. Donc il faut que vous gardiez des réservoirs propres, entretenus. Alors comment on fait pour estimer la consommation ? Voilà comment. Alors, c'est une proposition que je vous fais. Vous pouvez évidemment prévoir de faire les choses différemment. Mais pour ma part, je prends toujours. Alors déjà, une marge de sécurité. Une marge de sécurité, c'est-à-dire que je vais calculer ma consommation en rajoutant 50% à la durée moyenne de traversée. Donc là, la durée moyenne de traversée pour un bateau de cette taille-là, pour aller aux Açores, c'est 10 jours. S'il n'y a vraiment pas de vent, il peut en mettre 12. S'il y a du vent, il peut en mettre 8, voire 7. Donc j'ai compté 15 jours, 50% en plus. J'ai fait mes calculs sur 15 jours. Si la longueur du trajet augmente, vous pouvez diminuer un petit peu cette marge de sécurité parce que sur des traversées d'un mois, ça va finir par faire des quantités d'eau assez phénoménales. Mais dans ces cas-là, sur des traversées aussi longues, ça veut dire que vous êtes parti en général pour un long voyage. Ça peut être bien de prévoir des systèmes au moins un désalinisateur manuel en cas de pépin. Ça peut produire à peu près 2 litres heure en pompant avec vigueur. Et il y a donc d'autres possibilités, c'est de prendre un désalinisateur électrique, de récupérer l'eau de pluie avec des systèmes qu'on peut relier à la grand voile ou un taux, même un taux de soleil qu'on met au-dessus de sa tête avec un petit récupérateur dedans. Et puis on peut aussi adapter la consommation aux circonstances. Si jamais la traversée est beaucoup plus longue que ce qu'on avait attendu, par exemple si vous dématez et que vous voulez rentrer par vos propres moyens, ça va être beaucoup plus long, donc il va falloir limiter toutes les consommations non nécessaires à la vie. Je pense aussi à une traversée du golfe de Gascogne que une personne de ma famille avait réalisée il y a quelques années. Elle pensait la réaliser en 4 jours et finalement, à cause du mauvais temps, ils ont mis plus de 7 jours. Donc vous voyez, ils ont quasiment doublé la durée de la traversée. Après, les bateaux hauturiers ont de toute façon des réservoirs d'eau à la base qui permettent de supporter des traversées de 7, 8, 10 jours normalement sans mourir de soif si on fait le plein avant de partir. Alors, comment j'ai estimé la consommation ? Donc, j'ai divisé entre l'eau à boire, l'eau qu'on utilise pour la cuisine, l'eau qu'on utilise pour se laver.
L'eau à boire, je compte 2 litres par personne et par jour. Donc là, ça nous faisait 120 litres pour 15 jours à répartir en 10 packs de 2 litres ou 13 packs d'1,5 litre. J'ai calculé le nombre de packs d'eau, des packs de 6 bouteilles d'eau pour que vous ayez une idée aussi du volume que ça représente parce qu'après, il faut ranger tout ça dans le bateau. Et je vous assure que c'est souvent une partie de Tetris. Alors pour la cuisine, pour l'eau de cuisson, je compte 4 litres par jour. Donc c'est pour cuire le riz, les pommes de terre, les pâtes. Il y a des jours où on va en utiliser plus, des jours où on va en utiliser moins. Je pense que c'est assez large. Donc je compte 60 litres pour 15 jours. Pour le rinçage de la vaisselle, alors là j'ai imaginé qu'on lavait la vaisselle à l'eau de mer et qu'on la rinçait aussi à l'eau de mer. Et ensuite on fait un deuxième rinçage à l'eau douce qui du coup consomme beaucoup moins d'eau. Il y a des gens qui le font pas, ce deuxième rinçage, mais les couverts, même en inox, finissent toujours par rouiller un petit peu. Puis la vaisselle reste poisseuse, j'aime pas ça. Donc j'ai compté 2 litres par jour, sur 15 jours, ça fait 30 litres supplémentaires. Pour l'hygiène, on peut imaginer de se prendre une douche avec une bouteille en plastique, c'est-à-dire vous remplissez une bouteille d'eau minérale vide ou 2 bouteilles d'eau minérale vide et avec 3 litres, même quelqu'un qui a les cheveux longs comme moi arrive à prendre une douche. Ce qui est sympa, c'est de réchauffer un petit peu l'eau avant pour se laver plutôt à l'eau tiède. Et en prenant une tous les 3 jours, j'ai calculé que dans ces cas-là, à 4, il fallait 60 litres d'eau. Ensuite, pour la toilette quotidienne, toilette rapide, se laver les mains, avec 1 demi-litre d'eau par jour et par personne, ça fait 30 litres d'eau. Alors, je considère que pour des consommations comme ça, on utilise des pompes à pied pour prendre l'eau douce ou l'eau de mer aussi, parce qu'on consomme beaucoup moins d'eau quand on doit pomper l'eau au pied, alors qu'avec un robinet monté sur une pompe électrique, on a tendance à laisser couler l'eau comme à la maison et on consomme vraiment beaucoup, beaucoup plus d'eau. Ce qui nous fait donc un total de 180 litres d'eau hors eau minérale. Donc 180 litres d'eau, sachant qu'on peut en transporter 250 litres. On voit qu'on était assez large au départ. On pouvait se permettre même de démater. On n'aurait pas manqué d'eau avant l'arrivée. Revenons à présent à notre équipage. L'humeur est au beau fixe à bord. Eric vient de remonter une dorade coryphène, un magnifique poisson jaune et bleu, lumineux dans la lumière du soleil des Açores, car il fait un très 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 grand soleil. L'anticyclone est là pour les accueillir. André vient de miser tous les jetons qu'il avait accumulés au poker au fil des parties. Et il a tout perdu, il a fait tapis, il a perdu. Du coup, il va inviter tout le monde, non plus à l'apéro, mais au resto à l'arrivée demain. Vous vous demandez peut-être comment ils vont préparer leur atterrissage. Il est 18h à Brest, 17h à bord de Suélie et 16h aux Açores. Il est fort probable qu'ils arrivent de nuit. Donc, si on regarde le point 3 qui est à la pointe sud-est de Graciosa, il leur reste un peu plus de 43 000 à parcourir à 6 nœuds 5, donc ça représente à peu près 7 heures, ce qui fait que vers 1h du matin, ils devraient se retrouver au large de cette île. Ensuite, il y aura 23 000 jusqu'à la pointe de São-Jorge, au point numéro 4. Et donc, il devrait être à ce niveau-là vers 4 heures du matin et atteindre Horta vers 8 heures. 8 heures heure brestoise, ce qui fait 6 heures aux Açores. Et le soleil se lève à 7h08 à Horta demain matin, très exactement. Donc ils vont vraiment arriver à l'aube. Vont-ils ralentir le bateau ? Cette question m'a été posée. Alors Kate a pas trop hésité. Non, c'est non. Ils vont pas ralentir le bateau. Les conditions sont vraiment excellentes pour l'arrivée. Il y a une très bonne visibilité. Il n'y a pas trop de mer. Le vent est parfait. Il y a 15 nœuds de vent. C'est idéal. Il n'y a pas vraiment de danger à l'approche des Açores. Les Açores sont accords. Elles sortent directement de la mer sans qu'il y ait des grosses bandes de récifs à se prolonger à des milles des îles. Donc il n'y a pas de danger.
Le seul danger qu'il va falloir parer, c'est l'éventuelle rencontre avec d'autres navires. Du coup, ils ont décidé de conserver les cars qu'ils avaient remis en place pour l'arrivée du mauvais temps, des cars où ils seront plus souvent à deux, et Kate sera probablement levée à partir de 4 heures du matin pour assurer l'arrivée. Nous verrons, nous saurons ça demain. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve pour l'arrivée à Horta pour trinquer ensemble chez Peter. Bonne soirée à tous!